Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, nouveau format, on est tout excités, c'est la trêve, ça fait un moment qu'on en parlait, un moment qu'on voulait se lancer là-dedans. Malheureusement, on n'avait pas le temps. Vous connaissez, nouvelle association, création de t-shirts, envoi de t-shirts. D'ailleurs, si vous avez pris le pack t-shirt, sachez que les t-shirts sont partis. Vous devriez les recevoir tout bientôt. On a même fait les choses bien, on a fait lettre suivie, donc si jamais c'est perdu quelque part, on sera au courant et vous le serez aussi. Tout ça pour dire que ce soir, on va parler Triple C, on va parler triple couronne, librement inspiré d'un format, hein, le plan A3 de chez Trash Talk, mais bon, ils font du basket et pas de vélo, tant pis pour eux, on peut donc leur piquer leurs émissions sans aucun souci. Pour m'accompagner dans cette première, il est là, il est beau, c'est Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu ? Salut la Torne, bah écoute, ça va, en pleine forme pour se replonger un petit coup dans une nouvelle formule qui va être assez marrante à faire, et puis je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. On avait besoin de saupoudrer tout ça d'une dose de mauvaise foi, vous l'avez entendu la semaine dernière dans la première d'Écrase les pédales, c'est notre Raph national. Salut Raph, comment vas-tu ? Le fumier, pourquoi mauvaise foi ? Non, t'as vu ton top 10 ? Non mais oh. C'est un scandale. Ah non, on a dit qu'on n'en parlait pas, pardon. Mon Dieu, ah non mais j'y crois pas. Bref, non, je suis trop cool qu'on parle aujourd'hui de cette triple couronne. Alors ça fait chier parce qu'il y a mes deux coureurs préférés dedans. Sur ton épreuve préférée. Sur mon épreuve préférée, après quelques autres. Et le troisième coureur dont on parlera ce soir, c'est un coureur que j'admire énormément, que j'aime un peu moins que les autres, que les deux autres quand même, mais que j'admire énormément. Et j'ai beaucoup plus hâte encore que j'avais hâte de rentrer de mon tour de vélo de tout à l'heure par -10. En fringale, bien évidemment. Et on parle pas, c'était la sortie de reprise. Alors messieurs dames, si vous nous découvrez ce soir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir en adhérant à l'association Radio Fringale, car oui, nous sommes une association. Vous aurez tous les liens dans la description. Triple couronne, c'est quoi ? Alors dans le vélo, messieurs, la triple couronne, c'est gagner le Tour de France, le Giro et les championnats du monde, c'est-à-dire les deux grands tours, parce que visiblement la Vuelta n'existe pas, hein, c'est le tour des enfants. Mais chez nous, la triple couronne, ce sera autre chose. Chez nous, la triple couronne, c'est ce qui va suivre. On prend une course, une épreuve cycliste, on prend 3 coureurs, desquels on devra déterminer la place. Car oui, chaque coureur aura une place dans notre équipe. Le premier, ce sera le champion, le leader, la star de l'équipe. Le deuxième, ce sera son fidèle coéquipier, son fidèle lieutenant, celui qui aidera corps et âme son leader, mais qui, en cas de défaillance, pourrait également aller tirer son épingle du jeu. Et le troisième, pour le coup, ce sera le laissé pour compte, celui qui restera à l'hôtel le matin, celui qui coupera les citrons, celui qui sera sur le bord de la route. Un champion, un coéquipier, un coupeur de citron, tu connais, ça fait triple C, hop, c'est dans la boîte. Alors messieurs, on a décidé d'attaquer fort ce soir, on attaque très fort, comme je l'ai dit, avec la course préférée de Raph, de Ronde 2, le Tour des Flandres, et pour gagner ce Tour des Flandres, pour accompagner le gagnant du Tour des Flandres, et pour couper des citrons, 3 coureurs, Wout, le Wout Van Aert, le génie, il est beau, il est grand, il est fort, vous le connaissez. Mathieu Van Der Poel, le prodige, le Hollandais volant. Et Pogacar de New Cannibal, vous connaissez. On ne le présente plus. Mais d'ailleurs, puisqu'on ne le présente plus, on va quand même les présenter un petit peu ces 3-là. Parce que pourquoi ils sont là ? Soit ils ont déjà perf sur cette course, soit ils ont tout pour perf sur cette course, soit ils pourraient perfer sur cette course dans le futur. Et nous, on va un peu finalement essayer de voir dans le futur, parce que on sait déjà les résultats qu'ils ont fait, mais là ce qu'on veut c'est la meilleure triplette pour la suite. Alors déjà le Tour des Flandres, Adri, est-ce que tu peux nous donner certaines infos sur le Tour des Flandres, nous rappeler à nos chers auditeurs, auditrices, celles et ceux qui ne sauraient peut-être pas à quel point cette course est légendaire, ce qu'est le Tour des Flandres? Eh bien, le Tour des Flandres, Ronde van Vlaanderen en flamand. Magnifique. De Ronde, surnommé ainsi en Belgique. C'est un monument du cyclisme. Hein. La première édition a eu lieu en 1913. Et c'est une classique qui a la particularité d'avoir des monts pavés et qui s'enchaînent. Des monts qui sont relativement courts
Et c'est vraiment la caractéristique principale de cette course qui tournicote dans toute la Flandre. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir une carte du parcours, c'est assez marrant qu'on peut quasiment pas savoir où passent les coureurs dans quel ordre. C'est assez sympa. Et cette course a vite alors au début forcément, dans les années 1910-20, une popularité très importante en Belgique. Elle a aussi changé souvent de parcours, de ville-étape, de ville-départ, de ville d'arrivée. On se souvient que le dernier changement, en tout cas pour la ville arrivée, il a eu lieu en 2012 avec Oudenaarde qui a succédé à la ville de Merbeke, qui accueillait jusque-là l'arrivée. Et puis c'est des noms mythiques comme le mur de Grammont, le vieux Quarmont, le Paterberg, plus récemment aussi, qui font office de juge de paix maintenant pour la course. Et c'est aussi de grands noms qui se sont inscrits au palmarès du Tour des Flandres, avec des victoires, forcément des victoires en pagaille pour les Belges, mais on a aussi des coureurs étrangers qui ont réussi à la dompter, comme Cancellara et Fiorenzo Mani, qui ont gagné 3 fois la course, tout comme on va citer aussi les autres recordman de victoire, Tom Boonen, Johan Museeuw, Eric Lehmann et Achille Buys. Jamais personne n'a remporté cette course à 4 reprises. Donc ça montre un petit peu à quel point cette course aussi peut être parfois une loterie. Eddy Merckx ne l'a gagné que 2 fois. Voilà, donc assez rare pour être souligné. Un petit peu, en disant ça. Donc après, il y a pas. Voilà, pour un petit résumé, c'est une course qui sourit peu aux Français. 3 victoires seulement, la dernière Jackie Durand 1992, et avant lui il y a eu Jean Forestier en 56 et Louison Bobet en 55, l'année d'avant. Et Chavanel toujours dans nos cœurs. 2011, Chavanel. Ça me... Bref. J'espère qu'on aura un écrase des pédales sur les plus grosses déceptions menées par les Français dans les 10 dernières années. Il devrait en faire partie. Il y a tellement de trucs en préparation. J'espère. Tellement de choses possibles. Et malheureusement, on risque de pleurer quand même quelques larmes de sel, dans toutes les choses possibles. Alors les gars, on a dit 3 coureurs, Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar, Wout van Aert. Raph, qui est-ce que tu as décidé de nous présenter, même si c'est 3 monstres, on fait un petit rappel comme ça du palmarès et de pourquoi ils sont présents dans ce Triple C. J'ai choisi mon monstre, c'est mon monstre du moment, puisqu'on est en pleine saison de cyclocross. Alors j'ai évidemment choisi The Flying Dutchman, le Hollandais volant, Mathieu Van Der Poel. Ce mec qu'on ne présente plus, on en a tellement parlé dans Radio Fringale, et à juste titre, puisque c'est, comme on le rappellera, jamais assez mon coureur préféré. Il a gagné 2 fois le Tour des Flandres, c'est le recordman en activité, si je me trompe pas. Il aime toutes les courses flandriennes, à travers la Flandre aussi, qu'il a gagné. Mais il aime aussi les Ardennaises. Il est très fort sur les courses d'un jour. Et c'est un des coureurs les plus en vue sur cette course en particulier, et qui est quasiment chaque année opposé à Wout van Aert et à Julien Alaphilippe. Et a priori, il y a un petit quelqu'un qui vient mettre son nez là-dedans depuis un an, l'année dernière pour la première fois. Et il a annoncé cette année qu'il le refaisait, c'est Tadej Pogačar. Adri ? Eh oui, exact, Tadej Pogačar. Alors il faut rappeler que Tadej Pogačar vient juste d'avoir 24 ans. Voilà, au cas où, on a l'impression que ça fait des années qu'on regarde Pogačar à la télé, c'est un petit peu le cas quand même. Il a été, il est passé professionnel en 2019. Cette année-là, il fait 3e de la Vuelta pour son premier grand tour, en étant meilleur jeune, en remportant 3 étapes, dont une magnifique où il va chercher le podium sur la dernière étape de montagne avec une attaque de loin incroyable. À l'époque, il avait tout juste 20 ans. Et puis Tadej Pogačar, c'est 2 victoires sur le Tour de France en 2020 et 2021, avec des scénarios totalement différents. Il renverse Roglic à la planche des belles filles sur le dernier chrono en 2020. En 2021, il écrase le Tour de France dès la première étape de montagne, personne n'arrive à sa cheville. Et
en 2022, il tombe sur un os pour ne terminer que 2e au classement général. Mais entre-temps, le garçon s'est aussi gagné sur les courses d'un jour. Il a remporté Liège-Bastogne-Liège en 2021, ainsi que l'Estrade Bianche en 2022 et 2 fois le Tour de Lombardie ces 2 dernières années, en 2021 et en 2022. Mais pourquoi est-ce qu'il est là ce soir dans notre triple couronne? C'est parce qu'il a fait trembler Mathieu Van Der Poel sur le dernier Tour des Flandres en 2022. Il termine à la 4e place, mais il a longtemps été, ça a été un acteur majeur de la course. Il est arrivé pour la gagne, et si il n'avait pas trop regardé le pédalier de Mathieu Van Der Poel, il aurait peut-être pu aller chercher la victoire ou la 2e place. Et on sait déjà, je crois, qu'il va retenter sa chance en 2023. Tout à fait. Et le 3e larron, c'est Wout van Aert. Alors Wout van Aert, c'est un peu le profil du coureur de classique ultime, de ceux qu'on dit aujourd'hui qui pourrait remporter les 5 monuments, peut-être le seul qu'on voit réellement capable de faire ça actuellement. Wout van Aert, des monuments, il en a gagné qu'un finalement, avec un Milan-San Remo. Alors bien évidemment, les courses d'un jour, il sait faire. On a du Strade Bianche, on a de l'E3, on a de l'Amstel, on a du Gand-Wemelgem, lui aussi à l'aise sur les Flandriennes et sur les Ardennaises. C'est également un incroyable rouleur, c'est également un très bon grimpeur, c'est également un très bon sprinter. Enfin bref, on dit que c'est le coureur ultime parce qu'il sait tout faire. Certains disent même qu'il pourrait peut-être un jour tester sa chance sur le classement d'un grand tour. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais en tout cas, Wout van Aert, c'est un peu le coureur ultime, mais qui a quand même parfois du mal à la mettre au fond. Voilà, et messieurs. Oui. Le cadre est posé. J'espère que chez vous, en tout cas, vous avez déjà fait fonctionner vos ménages pour dire allez, qui est-ce que je mets en champion, qui est-ce que je mets en équipier, qui est-ce que je mets en coupeur de citron. Et maintenant, on va pouvoir vous donner nos premiers noms. Tout à fait. Alors, messieurs, chacun notre tour. Adrien, tu vas commencer. Raph, tu suis. Je serai 3e là-dessus. Qui sont vos champions? Mon champion est... Ah, je tremble. Ah, t'as vu, hein? On a l'impression que... Allez, dis-le. Et mon champion est Mathieu Van Der Poel. Très bien. Raphaël? La même. Mathieu Van Der Poel. Messieurs, mon champion est Tadej Pogačar. Je pensais que t'allais nous mettre Van Aert, toi t'as bluffé. Hein. Grave. Eh ben, je parlerai de Van Aert après, mais peut-être que du coup je vais commencer puisque j'ai pas le même que vous. Allez, on s'en détruit après. C'est ça, c'est exactement ça. Lynché par ses copains à l'école. Moi j'adore Tadej Pogačar. Vas-y, explique qu'on se marre un coup. Alors pourquoi j'ai mis Pogačar? Alors j'ai essayé de réfléchir cette triple couronne justement en triple couronne. Donc c'est un peu compliqué parce que des fois on se dit qu'on a envie de mettre les mecs comme ça à leur place, mais il faut penser que vu qu'il y en a 3, il faut aussi que les 3 soient harmonisés. Donc là je vais parler de Tadej Pogačar et pourquoi il est ici. J'ai mis Tadej Pogačar parce que en fait c'était difficile de choisir entre Pogačar et Van Der Poel, puisque Van Der Poel a déjà fait ses preuves sur cette épreuve-là, mais en même temps, Van Der Poel, il a 28 ans, si je dis pas de bêtises, cette année, où il va les avoir, quoi, et Pogačar n'en a que 24. Pogačar s'est jamais trop essayé à ce genre de classique avant cette année, il est arrivé, il a été monstrueux, et il s'en est manqué de rien du tout, alors qu'il avait une équipe claqué au sol, alors qu'il a fait des efforts tout le long de la course pour bien se placer pour qu'il aille remporter son premier Tour des Flandres cette année, dans une année où il était monstrueux, mais où clairement il a prouvé qu'il n'y avait rien qui lui faisait peur et que le jour où il déciderait de gagner le Tour des Flandres, comme souvent d'ailleurs sur des courses que Tadej Pogačar a décidé de gagner, il la gagnerait. Et en fait, Tadej Pogačar, quand on y réfléchit pour moi, il ne peut pas, dans une équipe, être autre chose que champion. Tadej Pogačar, c'est pas un équipier. Tadej Pogačar, c'est un champion. Quand il est au départ d'une course, il y est pour la gagner, il a tout ce qu'il faut pour la gagner, et clairement, je me dis qu'aujourd'hui, si demain, là, je dois mettre 20 balles au départ du Tour des Flandres, je pense que je les mets sur Tadej Pogačar. Il est venu l'année dernière en mode « je découvre », c'est un peu comme quand il a fait ça sur le Tour de France, sauf que là, il l'a pas remporté, mais il est passé pas loin de le remporter. Et pour moi, dans cette course-là, avec une meilleure stratégie, une meilleure équipe,
et notamment un coéquipier dont je parlerai tout à l'heure, Tadej Pogačar, clairement, il va la gagner. Et je pense même, d'ailleurs, au vu des pointes de vitesse respectives des deux, que s'il avait été un peu plus finot, alors pourtant, d'habitude, il est plutôt malin, je pense qu'il peut même battre largement Mathieu Van Der Poel au sprint. Donc voilà, Tadej Pogačar est mon champion, messieurs. Avant de mettre 20 balles sur Tadej Pogačar, vérifie qu'il n'y ait pas Valentin Madois au départ de la course. Tout à fait. Vas-y Raph, je te laisse l'honneur. Très bien, j'allais te laisser l'honneur, mais je le prends. Moi, j'ai mis justement Mathieu Van Der Poel pour ce que tu as dit, Théo. Il l'a déjà gagné 2 fois. Il a montré que c'était une course qui lui convenait à merveille. La fois où il la perd en 2021, c'est face à Kasper Asgreen, qu'il le bat au sprint. Mais ils sont partis tous les deux. Kasper Asgreen a fait une très grande course et il était dans une très grande année. Pour moi, ça a été une leçon déjà pour Mathieu Van Der Poel, et je pense que contrairement à Tadej Pogačar qui ne l'a fait qu'une seule fois cette course, Mathieu Van Der Poel, il l'a fait les 4 dernières éditions. Et pour moi, c'est sa grande force, c'est qu'il a l'expérience de cette course, il la connaît par cœur. J'aimerais aussi signaler que Wout van Aert, on n'en parlera pas dans cette catégorie, mais avait pas sa place ici face à Mathieu Van Der Poel, en tout cas parce que on a vu que les 4 fois où Mathieu Van Der Poel est arrivé sur cette course, Van Aert n'a jamais réussi à être devant lui. Il y a une fois où il perd et il finit deuxième au sprint, et toutes les autres fois il était plus bas. Et tu vois, pour moi, Mathieu Van Der Poel, c'est le mec qui peut encore sortir un sprint de mammouth après 230 bornes ultra dures, ultra physiques, avec des côtes, avec des pourcentages astronomiques. Et c'est pour ça que je fais de Mathieu Van Der Poel mon champion, c'est parce que c'est celui qui a le plus de légitimité à l'être, tu vois. Et ça, c'est important dans une équipe, c'est que le leader, on doit savoir pourquoi il est leader. Et ben là, on sait pourquoi il est leader. Il est leader parce qu'il a gagné 2 fois, parce qu'il a plus d'expérience que les autres sur le Tour des Flandres, et parce qu'il a montré que c'était une course qui lui allait à merveille. Adrien. T'as déjà dit pas mal de choses, mais effectivement, moi j'ai mis Van Der Poel en champion, parce qu'il a gagné 2 fois la course déjà, donc il la connaît parfaitement bien. Voilà, pour moi, Van Der Poel c'est le leader parce qu'il a déjà gagné 2 fois l'épreuve. Il y a participé 4 fois, donc il y a 2 victoires, on revient pas dessus. Sa deuxième place où il se fait battre par Asgreen au sprint, mais voilà, il est très très fort et il passe pas loin de gagner non plus. Et en 2019, je sais pas si vous vous souvenez, il finit 4e après avoir chuté. Enfin, il crève, il lève le bras pour appeler sa voiture, mais il veut pas descendre du vélo. Il est sur le trottoir là, puis en fait, il tombe. Et on se dit c'est bon, sa course elle est pliée, il est hyper loin. Le peloton allait mettre en route. Il fait une remontée de malade, il tire tout le monde dans les monts, un peu comme il avait fait à l'Amstel quand il gagne l'Amstel. Et il vient faire 4e. Et en fait, je pense que c'est vraiment la course qui correspond le mieux à son profil, bien plus qu'un Paris-Roubaix. Pour moi, la course de Van Der Poel, c'est le Tour des Flandres. Et j'ai l'impression que le Tour des Flandres est bien en train d'adouber aussi Mathieu Van Der Poel, parce que pour le lâcher sur des monts pavés où c'est des efforts qui sont très courts, pour l'instant personne n'y est arrivé. Personne ne l'a jamais lâché sur un mont pavé, Mathieu Van Der Poel, à la pédale, sur le Tour des Flandres. Donc ça c'est aussi significatif. Et puis c'est cette pointe de vitesse après une course hyper exigeante, qui fait que même s'il est avec 2-3 gars, il peut gagner au sprint. Et je pense que même à 28 ans, alors j'ai pas de stats sur l'âge moyen des vainqueurs du Tour des Flandres et compagnie, mais c'est quand même une course qui se court à l'expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation du parcours, ça tournicote dans tous les sens. Il faut connaître très bien le parcours, savoir où se placer. Parce qu'il va y avoir vent de face, vent de côté, donc là je remonte, là c'est pas grave si je suis un peu derrière. Et ça, il y a que l'expérience en fait qui
te permet d'acquérir ça sur cette course. Beaucoup de coureurs ont mis longtemps avant la gagner. Je crois que Cancellara, il a couru un paquet de fois avant de l'emporter, par exemple. Et ouais, c'est un petit peu ça. Et je pense que pour ça, quand c'est bien la raison pour laquelle les Belges sont les plus grands vainqueurs. Alors je sais, Van Der Poel est pas belge, mais il habite en Belgique, donc il connaît parfaitement bien ce pays aussi. Donc ouais, je pense que pour moi, Van Der Poel est forcément, au vu de ses adversaires dans cette triple couronne qui eux n'ont pas gagné le round 2. Voilà, moi je ne peux que choisir Van Der Poel en tant que leader. Mais du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai eu un peu les mêmes arguments que vous, mais face au fait que il ait l'expérience, d'accord, il a l'expérience, mais l'année dernière, il passe à rien de se faire sauter par Tadej Pogačar, qui lui, pour le coup, n'a pas d'expérience. Sur le fait qu'il soit rapide à la fin, on a quand même déjà vu un petit peu comment on pouvait le battre, Mathieu Van Der Poel. C'est-à-dire que peut-être que Pogačar, il n'a pas été futé et peut-être qu'il aurait dû, je sais pas, faire un sprint plus long ou autrement. Et sur ce côté, il l'a déjà gagné 2 fois, ouais, ok. Mais je pense clairement que l'année dernière, Pogačar a montré comment on pouvait battre Mathieu Van Der Poel. Et je pense que des mecs capables d'envoyer des grosses charges dans les monts, il n'y en a pas des tonnes, mais Pogačar, il est capable de le faire. Et maintenant qu'il connaît, il va être capable de le faire encore mieux, peut-être de se reposer à des moments un peu plus stratégiques, et en se disant qu'en fait, il suffit qu'il le sorte une fois. Après, je pense qu'à la pédale, rouler pour rouler, Pogačar et Van Der Poel sont aussi bons rouleurs l'un et l'autre. Et du coup, c'est misant sur l'avenir, me disant genre clairement sur les prochains, faudra trouver quelqu'un. Je suis plus rassuré par la perf de Pogačar l'an dernier que par Van Der Poel, qui pour moi gagne seulement, entre guillemets, parce qu'en fait, il a réussi à tenir et Pogačar manquait d'expérience. Pour moi, Van Der Poel est pas du tout à son meilleur niveau l'année dernière. Il faut se souvenir qu'il a pas fait de cyclocross quasiment pour la première fois de sa carrière. Et reposé. Il était pas en rythme. Lui, c'était pas l'habitude qu'il avait. On a vu sur la saison qu'il fait après. Voilà, pour moi, je pense qu'il était vraiment pas à son meilleur niveau de forme avant le Tour des Flandres. Et c'est peut-être un petit peu ce qui fait que ouais, il était pas extra, il avait pas beaucoup couru, il était un peu en reprise. Alors on se souvient qu'il a fait 3ème de Milan-San Remo pour sa reprise avant, il était quand même dans le coup, mais ouais, non, je pense que ça reste quand même Van Der Poel. En fait, c'est vraiment sur cette course-là, pour moi, il a encore un truc au-dessus des autres. Et puis l'année dernière, c'est pas Pogačar qui lâche Van Der Poel, c'est Van Der Poel qui lâche Pogačar avec Van Barle. Et Pogačar revient de derrière, si je me souviens bien, avec... Non, ils sont 3 devant, non? Non, Pogačar, il est échappé avec Van Der Poel tout le long. Ils Pogačar sont avec Madouas les 3, et puis après Madouas, Pogačar, il est devant avec Van Der Poel tout le long. Et c'est Pogačar qui est devant et Van Der Poel qui, pour le coup, toi, Raphaël, qui a l'habitude de dire, notamment quand on parlait de Sonny Colbrelli, des mecs qui gagnent en suçant les roues, Van Der Poel, cette année-là, il en a pas donné beaucoup des relais, l'année dernière. Il a fait tout ce qu'il a pu. Dans les monts. Tu peux pas comparer ça. Sur le plat, il a fait sa part de taf. Sur la fin, il fait sa part de boulot. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est pour ça que les autres reviennent, tellement il a fait sa part de taf. Dans les monts, c'est Pogačar qui fait le tempo, c'est aussi Pogačar qui doit essayer de lâcher Van Der Poel plus que l'inverse, pour moi. Donc c'est logique aussi qu'à un moment tu t'accroches. Et si les autres y reviennent, c'est parce que Pogačar il a pas voulu repasser devant dans le dernier kilomètre. C'est pas la faute de Van Der Poel. Ouais, il avait intérêt à faire un sprint court. Il avait intérêt à faire un sprint court. Que Van Der Poel il a en plus. Enfin pas en plus des autres, mais plus que les autres, je trouve, c'est il ne lâche jamais. Van Der Poel n'a jamais perdu, jamais. Et ça, pour moi, c'est un truc qu'il a de plus. Il a un mental de malade. Il l'abandonne jamais. Il abdique pas. Il tombe. Tu l'as dit tout à l'heure, Adri. Il revient. Et pour moi, dans le Tour des Flandres, c'est une qualité qui est vachement avantageuse. Très bien, messieurs. Est-ce qu'on a fait le tour sur notre champion ? Bah écoute, je pense, oui. Il est l'heure maintenant mais t'as tort. On verra lors du Tour des Flandres 2023.
Qui est c'est pas un prono du Tour des Flandres 2023 non, c'est non, on est d'accord, c'est pas le prono du Tour des Flandres 2023, c'est en gros demain il y a un Tour des Flandres. Voilà ce que vous faites. Ce que je fais. Prochain Tour des Flandres, c'est 2023, du coup. C'est pas demain. Oui, non mais voilà. Messieurs, maintenant, il va falloir choisir le coéquipier. Et Raph, tu vas avoir la chance de nous donner en premier ton coéquipier. Ouais, c'est vrai. Dis-nous tout. Alors, franchement, je vous avoue que là-dessus, je ne sais pas du tout ce que vous allez mettre. Et je sais pas du tout ce que vous allez penser de ce que j'ai mis aussi. Je sais pas si vous allez me lyncher ou pas. Mais bien sûr qu'on va te lyncher. Wout van Aert. Ok, et bah écoutez, je mets Wout van Aert. Et surprise, je mets Wout van Aert. Mais bien sûr, c'est un coéquipier Van Aert, tout le monde le sait. Meilleur coéquipier du monde. Mais oui, tu peux pas le mettre ailleurs. C'est lui, c'est clair. Pas besoin de se prendre le chou au moins. Surtout que c'est pas une assurance Torix pour gagner. Donc, du coup, non, puis bon, il a quand même, contrairement aux deux autres, il a quand même fait ses preuves en tant qu'équipier. Bien sûr. Non, puis donc, quand tu regardes Pogačar, si du coup je peux donner les arguments que j'ai, pour moi c'était vraiment une doublette aussi en se disant que là, ce qui manque peut-être à Pogačar pour être sûr de battre Van Der Poel sur une course comme ça, c'est une équipe. Un mec qui va savoir le placer, le machin, le truc. Un Pogačar qui suce la roue de Van Aert jusqu'à 30 km de l'arrivée ou 40 km de l'arrivée et qui ensuite lâche les chevaux tout frais pour mettre des grosses pastilles dans les monts. C'est parfait, quoi. Pour moi, c'est le duo parfait. Alors, vous allez me dire pareil avec Van Der Poel. Ok, sauf qu'il y a un truc que vous avez peut-être omis, c'est que Wout van Aert, être coéquipier de Mathieu Van Der Poel, pas persuadé qu'il le fasse à la perfection, vous voyez. Ah, bah si, parce qu'après Van Der Poel serait équipier de Van Aert sur Paris-Roubaix. Voilà. Un prêté pour un rendu. C'est vrai, ça peut. Mais du coup, Wout van Aert, bah, comme tu l'as dit, Adri, hein, coéquipier idéal. Pas toujours sûr de gagner, mais on sait également qu'on peut faire des tonnes de tactiques avec les deux. Wout van Aert qui part devant, puis finalement, si ça revient pas, il peut aller la chercher. Wout van Aert est capable de rouler partout, n'importe quand. Lui, c'est fou parce que tu disais, Raph, tout à l'heure, Mathieu Van Der Poel, il a jamais perdu. Bah, Wout van Aert, t'as l'imprestion qu'il a jamais perdu pour son leader. S'il est tout seul dans la cambrousse, il va galérer. Par contre, si c'est pour lui, il a plus vite perdu. Ouais. C'est fou. Genre, ce mec est super fort, mais au-delà d'être super fort, genre, on reprend le Tour de France cette année. Quand ça tombe et qu'il ramène tout le monde, là, Vingegaard, faut encore rouler, ok, je reroule. T'as l'impression que si c'était juste lui, il serait dit, bon, bah, j'ai pas gagné l'étape que j'aurais peut-être pu gagner parce que j'avais le bon profil, tant pis. Mais t'as l'impression que dès qu'il faut qu'il fasse un truc pour un copain, le mec, il est encore plus fou, quoi. Limite, faudrait, je sais pas, lui faire croire qu'il a un coéquipier imaginaire sur le Tour des Flandres. Lui dire, roule, Wout, roule, on va gagner, roule pour ta roue arrière. Allez, ce serait incroyable. Non mais franchement, c'est surtout en fait, je pense que en tant qu'équipier, Van Aert, il est intéressant dans le sens où, alors tu l'as dit, on peut faire de l'anticipation, mais c'est pas tellement l'idée ici de prendre un second leader. C'est vraiment de se dire, par exemple, il y a Pogačar qui est parti devant et t'es équipier de Van Der Poel, et si c'est Van Aert l'équipier, il va rouler et il est capable de ramener. De revenir sur n'importe qui. Et ça, c'est ce qui fait sa force en tant qu'équipier. Et puis, peu importe le terrain, on l'a assez vu en 2022. Voilà, je pense que de toute façon, c'est pour ça qu'on est d'accord les trois. Hein, c'est parce que pour le coup, il y a beaucoup moins débat, je pense. Et pourquoi pas leader du coup? Parce que tu prends Mathieu Van Der Poel, qui est inlâchable dans les monts. Et ensuite, tu prends Wout van Aert qui est capable de faire péter Pogačar en montagne en tant qu'équipier. Pour moi, t'as la doublette parfaite. T'as même pas à réfléchir plus loin que ça, en fait. Et du coup, pourquoi vous le mettez pas leader? Au-delà de parce que Mathieu Van Der Poel est trop fort, quelles sont peut-être les faiblesses qu'on a pu évoquer rapidement, mais... Parce que Wout van Aert est moins fort. Il sait pas gagner les grandes courses. Aïe, Wout. C'est pas très si sympa, tu nous écoutes, bisous. Temps, si tu veux faire un verre avec nous pour te défendre, n'hésite pas. Ouais, j'ai plus de... Voilà, non, c'est pas grave. Wout, bisous. Enfin, je veux dire, il gagne un monument, c'est Milan-San Remo en 2020, mais il est pas attendu... Enfin, il est pas annoncé comme grand favori, on le voit pas gagner. Et depuis, il a toujours été annoncé comme grand favori, à juste titre, hein, parce que pour moi, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être un des seuls qui peut gagner les 5
5 monuments. Mais il manque toujours un truc. Il y a un truc de course. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il sent moins la course quand il est leader sur une classique que Van Der Poel et Pogačar. Il sent moins la course quand il est leader que quand il est équipier aussi. C'est ça qui est fou. Enfin, genre, c'est un très bon leader. Hein, il s'est gagné. On l'a vu gagner plein de fois. Wout van Aert, bien évidemment. Mais putain, en tant qu'équipier, c'est un monstre, quoi. Il gagne quand c'est largement le plus fort. Ouais. Exactement. Il gagne quand c'est largement le plus fort, mais par contre, quand il a des gars qui sont aussi forts que lui, ou à peine moins, mais la différence est trop infime pour vraiment que ça se voit physiquement sur la course, il n'y arrive pas. Il manque un truc, je sais pas si c'est le fait d'être venu un peu plus tard sur la route que d'autres, qui fait qu'il peut manquer un peu de sens tactique. Je sais pas si c'est... parce que peut-être qu'il croit pas en ses chances quand c'est un peu serré, ou il y a peut-être un petit mélange de tout ça. Très bien. Raph, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Wout ? Non, je suis désolé. C'est le coureur je vous disais au début qu'il y en avait un que j'aimais bien, j'admirais énormément, mais il était un peu moins dans mon cœur que les autres. C'est Wout, justement, pour cette. Il a moins la vista, quoi. Ok, et bien on passe sans transition à la personne qui coupera les citrons dans notre triple couronne. Donc pour moi, c'est Tadej Pogačar. Mathieu Van Der Poel, messieurs. Le lapsus. Tu vois, on t'a convaincu. Raph, mais non, mais c'est parce que j'étais en train de réfléchir à qui allait prendre la parole en premier. Je me suis dit, vu que j'ai choisi Tadej Pogačar, bon, bref, voilà, c'est trop compliqué. Et ça te fait pas mal au cœur. Ça te fait pas mal au cœur d'avoir mis Mathieu Van Der Poel en coupeur de citron, toi. Alors, je vais vous dire non, absolument pas, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que si toi, Wout van Aert est celui qui te tient qui est le moins dans ton cœur dans ce trio-là, moi c'est Mathieu Van Der Poel. Enfin, quoique. Pogačar, je me suis un peu fait avoir comme toi aussi, Raph. Hein, depuis qu'il gagne un peu moins, mais en vrai, Mathieu Van Der Poel, c'est pas spécialement un coureur que j'apprécie. Donc j'aime bien ce qu'il fait. C'est vrai, tu préfères Pidcock, toi. Je préfère Pidcock, je préfère Van Aert. En vrai, tu peux me donner une sacrée liste de coureurs que je préfère à Mathieu Van Der Poel. Il y a pas de problème. Je trouve que c'est un faux humble Van Der Poel. Voilà, c'est mon avis. Alors, vu qu'on est là pour débattre de ce qu'on pense des gens, on va y aller. Je trouve que, vu que c'est le café du commerce, messieurs. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un faux humble. J'annonce à tout le monde qui écrase les pédales fait un top 10 des plus mauvais chroniqueurs de Radio Fringale. Le top 1 est Théo Latour. J'ai cru que vas-y, écrase les pédales allait faire un top 10 des victoires de Mathieu Van Der Poel, dit le Hollandais humble. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait je trouve que Mathieu Van Der Poel il fait genre qu'il est humble et tout le monde est là genre machin Mathieu et tout beau gosse machin, mais dans plein de circonstances moi je trouve qu'il est pas spécialement humble comme gars. Les championnats du monde de cette année, on n'a pas fait de grosse polémique là-dessus mais l'ont un peu prouvé. On a appris également quand il était en sélection néerlandaise, c'était bien souvent qu'il se faisait payer sa petite chambre à côté parce qu'en fait il était un peu au-dessus des autres, le Mathieu. Et franchement, je trouve que moi, c'est pas un coureur que j'apprécie. Il est talentueux, mais il fait plus. Par exemple, si on prend Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel, parce que c'est quand même un peu un duel qu'il y a depuis des années, j'ai l'impression que Wout c'est le besogneux et que Mathieu Van Der Poel c'est le petit prince, quoi. Et tout le monde préfère Mathieu Van Der Poel en mode genre Mathieu, mais moi, je sais pas, j'accroche pas avec le type. J'adore ce qu'il fait sur le vélo, c'est-à-dire que je trouve que c'est un beau coureur et je suis content qu'il soit là. Mais clairement, peu importe la course. On pourrait faire ce jeu-là. Qui serait contre Mathieu Van Der Poel pour que je supporte Mathieu Van Der Poel ? Et si les mecs. De toute façon, si tu le mets remplaçant, si tu le mets coupeur de citron sur le Tour des Flandres, tu vas pas le mettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de à quel point. Non, parce que je pourrais le mettre dans d'autres circonstances. Mais voilà, donc non, je suis pas déçu de le mettre coupeur de citron. Et franchement, je préfère avoir tous les jours Pogačar en leader dans mon équipe. Et deuxième truc, en fait, il est là parce que peut-être que si je devais mettre les mecs intrinsèquement. Je l'aurais mis en équipier puisqu'on l'a déjà vu briller en me disant que voilà, un coéquipier ça peut aussi aller gagner si jamais, enfin voilà, mais juste je trouve qu'il a pas du tout le profil d'un coéquipier et je
trouve, comme je disais, en leader, bah, moi, même s'il l'a pas gagné encore, bah, Pogacar, et pour moi, demain, si je devais miser sur quelqu'un sur cette course-là, c'est lui que je mettrais, et encore plus avec un Wout van Aert dans son équipe pour l'aider à aller remporter ce Tour des Flandres. Bien. Ouais, ok. Et ben nous alors, pourquoi est-ce qu'on a laissé Tadej Pogacar sur la touche ? Bah moi personnellement, c'est parce qu'il pouvait pas, aussi parce qu'il pouvait pas être équipier, moins bon équipier que Wout van Aert. Forcément pour les raisons qu'on a avancées tout à l'heure sur Van Aert. Pogacar en tant qu'équipier, j'aurais trop peur qu'il fasse une petite feinte puis d'un coup il attaque, il part tout seul et puis 50 bornes de l'arrivée, ciao. Voilà, donc en fait trop dangereux de le mettre équipier. Et puis pour moi sur le Tour des Flandres, il a fait un super Tour des Flandres l'année dernière. On sait à quel point c'est un coureur talentueux, mais il a pas montré autant de choses qu'ont pu le montrer d'autres coureurs, qu'a pu le montrer Mathieu Van Der Poel, pour expliquer mon choix. Donc forcément, c'est lui qui tombe de la liste, même si je pense qu'il arrivera à gagner cette course un jour. Simplement, voilà, le choix a été fait comme ça pour moi. Bah ouais, j'ai rien de plus à dire, hein, parce que Wout van Aert. Rendons à Wout van Aert ce qui appartient à Wout van Aert. Il a montré 1000 fois qu'il était un équipier modèle et inclassable. Et je pense qu'il pourrait l'être aussi sur les courses d'un jour, même si on l'a jamais vu dans cette position sur des courses d'un jour. Enfin, pas récemment. Et voilà. Uniquement pour ça. Un petit top 10 des meilleurs coéquipiers, ça peut être sympa aussi. Ça pourrait être très drôle, ouais. C'est pas facile, hein. Vous pourriez nous aider, peut-être. De choper des meilleurs équipiers comme ça, non, c'est pas simple. C'est pas simple. Nickel Landa. les meilleurs équipiers qui n'ont jamais perf en leader. Des meilleurs équipiers qui n'étaient pas équipiers au début du tour. Des meilleurs coureurs devenus équipiers malgré eux. Ouais, c'est bien. Non, on se calme quand même sur cette fin d'émission, c'est cool parce que j'ai l'impression que à un moment donné, la triple couronne s'était transformée en triple clash. Hein. Ah, mais c'est ça qui est bon, c'est triple C, mon pote. Oui. Mais non, mais en même temps, c'est ce qui est c'est grave ce qui est intéressant là-dedans. Mais oui. Et puis, putain, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si on fait les pires coéquipiers, il y en a quand même quelques-uns qu'on pourrait mettre dedans, ce serait exceptionnel. Hein. Genre Alejandro Valverde. Demandez à Nairo Quintana ce qu'il en pense d'Alejandro Valverde en coéquipier. Tu parles de la Movistar, c'est un cas à part. Ah, tellement beau. Ok, très bien. Bon, écoutez, messieurs, je crois qu'on en arrive à la fin. Alors, on peut peut-être rappeler, alors du coup, pour moi, leader Pogacar, champion Pogacar, coéquipier Wout van Aert et coupeur de citron Mathieu Van Der Poel. Et pour moi, leader Mathieu Van Der Poel, coéquipier Wout van Aert et coupeur de citron Tadej Pogacar. Ça fait bizarre de dire ça. Quand même. Ouais, c'est vrai, ça fait bizarre. Il en coupe pas souvent, le Tadej. Et il y en a une deuxième pareil, quoi, comme Adrien, ouais, la même. Très bien, messieurs. Alors écoutez, si vous nous avez écoutés aujourd'hui et que vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre triple couronne à vous, avec des arguments bien évidemment, avec grand plaisir. On viendra débattre plein de mauvaise foi sur vos retours. Et puis également, si vous avez des idées de triple couronne, on en a quelques-unes là en stock, mais s'il y a des trucs que vous aimeriez bien voir, c'est avec grand plaisir qu'on les stockera, parce que ça c'est des formats intéressants, on peut s'en faire quelques-uns à l'avance et puis les distiller, voilà, hein, là on ne va pas dire qu'on a que ça à faire d'enregistrer des émissions fun, mais on va pouvoir s'en préparer quelques-unes, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Merci messieurs pour ce format, on s'est bien régalé. Bah oui, c'était un plaisir de débattre ensemble sur cette triple couronne Radio Fringale. Et ouais, merci les gars, c'était un grand plaisir. Et puis je crois que vous avez fait vos preuves dans les émissions avec un peu moins de sérieux, donc vous serez prochainement invité à participer à Écrase les pédales. Ça serait trop cool de vous avoir sur ce format-là, franchement. Non, vous avez bien assez de choses à traiter. Si on vient, ce sera plus des top 10, ce sera des top 5, sinon ce sera toute la journée, tu vois. C'est possible après. Attends, mais ça se trouve, on se fera un top 100 de nos meilleurs moments de vélo all-time. Waouh. En une seule émission.
Avec 10 Bah, moi, chroniqueurs. il me faut 3 mois pour y réfléchir à ça. Hein. 36 heures de live. Faut trier tous les moments de vélo. Non, Ok. mais on a des petites idées pour vous et je pense que ça peut envoyer grave du bois. Et en tout cas, c'est un plaisir de voir que cet hiver, tous les auditeurs répondent présents et qu'il y a pas mal d'audience. Alors, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, merci à vous tous et merci Nathan, merci Adrien. N'hésitez pas, du coup, si vous nous rejoignez, et même si c'est pas encore le cas, parce que vous êtes toujours à peu près 50% des personnes qui nous écoutent à ne pas être, pas adhérents, mais comment on dit, abonnés, pardon, à la chaîne. Et il faut savoir que là, si ces 50%-là nous rejoignaient, on passerait les 1000 abonnés, ça nous permettrait de monétiser quelques vidéos, et ce serait assez intéressant pour l'association notamment, et vous pouvez également toujours adhérer à l'association Radio Fringale et nous retrouver sur notre Discord, la Fringalerie, avec grand plaisir. En attendant, mesdames, messieurs, on vous souhaite une bonne fin de soirée. On se dit à tout bientôt, soit pour de nouveaux concepts, soit pour de l'actu. En tout cas, on essaye de faire vivre un maximum la chaîne durant cet hiver glacial. Pensez à vous alimenter, sinon vous allez finir comme Raph à la fin de sa séance de sortie de tout à l'heure sur les rotules. Voilà. Et à tout bientôt. Bisous, bisous. Salut les gars, ciao. Ciao, la bise.